Lizzie présente Ars Obscura. Livre 1, Sorcier d'Empire. De François Baranger, lu par Yvan Lecomte. Prologue. Juin 1793. La détonation a claqué dans l'air de la forêt comme un coup de tonnerre. Pourtant, le ciel visible à travers les frondaisons est d'un bleu limpide, sans nuages. Onéline s'est arrêtée, tremblante, aux aguets. Bien qu'elle ait déjà vu des armes à feu dans les mains de soldats, elle n'en a jamais entendu fonctionner et ignore donc le bruit qu'elles produisent. Toutefois, elle se doute intuitivement que le son puissant qui vient de troubler le calme des bois ne peut en être issu. Le sol a même tremblé sous ses pieds. D'ailleurs, toute l'activité de la forêt semble comme suspendue, chaque créature sauvage cherchant à déterminer si un danger imminent la menace. Dans l'esprit apeuré de la petite Onéline, défilent à toute vitesse les légendes que les vieilles femmes racontent pour faire peur aux enfants, des histoires qui obligent parfois son père à la rassurer le soir avant de dormir. Des farfadets viennent-ils d'apparaître dans un bosquet voisin, prêts à jouer de mauvais tours aux voyageurs? Un affreux warabouk, ou pire encore, une horrible ganipote avide de chair fraîche, cherchant des enfants à dévorer? Non, se raisonne-t-elle, les ganipotes ne sortent que la nuit. Elle serre ses petits poings et souffle longuement pour se calmer. De toute façon, selon son père, toutes ces histoires de bonnes femmes ne sont que des racontards stupides et seuls les ignorants y accordent quelque crédit. Voilà bien une occasion de lui prouver qu'elle n'est pas comme eux, qu'elle est plus maligne que les autres, et plus brave aussi. Car il va lui falloir du courage si elle veut aller voir de plus près ce qui a causé ce claquement sonore si effrayant. Depuis qu'il a retenti, elle est restée immobile sous le grand chêne, là où elle ramassait des champignons, attendant de voir si d'autres détonations allaient lui succéder. Mais le calme est revenu, et la forêt frémit de nouveau de la multitude de bruits qui sont si rassurants le jour et si inquiétants la nuit. Alors, Onéline ramasse son panier d'osier et avance, presque accroupie sous les branches basses, dans la direction du claquement. Bien que son cœur batte la chamade, sa curiosité reste forte. Après quelques minutes, elle s'arrête au bord d'un ravin encaissé, comme il y en a tant dans cette forêt. Les parois sont si inclinées que les arbres s'y étirent en hauteur à la recherche de la lumière, parmi les buissons qui jaillissent en touffes, çà et là. Le fond du ravin paraît bien sombre, mais Onéline a décidé de se prouver qu'elle était capable d'aller au bout de ce défi. Elle pose son panier et entreprend de descendre prudemment la pente en s'accrochant comme elle peut aux maigres arbustes. Les gros sabots de bois à ses pieds ne lui facilitent pas la tâche. Après quelques minutes, elle atteint le fond où coule un petit ruisseau dont le chant joyeux la rassure un peu. 10 toises devant elle, la fillette aperçoit une cabane. Rudimentaire, la construction paraît petite en comparaison des maisons normales. L'habitat d'un farfadet? À cette idée, Onéline a un mouvement de recul, prête à renoncer. Mais l'image de son père s'impose de nouveau à elle. Il n'approuverait pas cette superstition. Une fois encore, Onéline se ressaisit et avance vers la cabane d'un pas qu'elle espère décider. Vue de près, la petite construction ronde ne paraît pas si sommaire. Les nombreuses ramures entremêlées de paquets de mousse et assemblées en couches serrées sur le toit doivent suffire à isoler l'intérieur de la pluie et probablement même du froid. Toutefois, ce ne sont pas ces détails qui retiennent l'attention de la fillette lorsqu'elle découvre ce qui se trouve de l'autre côté, au milieu de l'espace à peu près plat et dégagé qui s'étend devant la cabane. Un trou est ouvert là, une cavité parfaitement circulaire de 10 pieds de diamètre et profonde de 3 ou 4. La surface intérieure est brillante comme du verre et renvoie une myriade de scintillements orangés dans les rayons ténus de lumière qui parviennent à se frayer un chemin jusqu'au fond du ravin. On dirait des cristaux. Onéline peine à comprendre ce qu'elle voit, mais c'est sans importance, car au centre de la cavité gît un garçon inanimé. Les jambes tremblantes, elle descend dans le trou. Les cristaux crissent sous ses sabots tandis qu'elle s'approche pour mieux voir son visage. Elle le reconnaît. Il lui arrive de l'apercevoir de loin lorsqu'elle traverse la forêt ou aux abords de certains villages. Il est vêtu de haillons sales et couvert de tant de crasse qu'on jurerait qu'il ne se lave jamais. Soudain, le garçon lève faiblement un bras et essaie d'articuler quelques mots. Onéline sursaute. Elle le croyait mort.
Les paroles qu'il prononce n'ont aucun sens pour elle. Une langue étrangère ? C'est alors qu'il ouvre les paupières, et la première chose qu'il voit, le premier être sur lequel ses yeux se posent, c'est elle. La détresse qu'Onéline lit dans son regard lui inspire une telle compassion qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais plus se désintéresser de son sort. Son devoir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.